Erwan Bézard, bonjour. Vous travaillez aujourd'hui sur un projet passionnant qui est donc une première mondiale. Vous l'avez évoqué rapidement. Donc c'est avec votre laboratoire CNRS à Bordeaux et l'École polytechnique de Lausanne. Il s'agit d'une interface homme-machine pour permettre la marche chez le paraplégique ou le patient atteint de maladie de Parkinson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros comment ça marche? Alors, sur le principe, c'est assez simple. Ça consiste à enregistrer l'information au niveau du cortex moteur, c'est-à-dire le siège de notre volonté d'effectuer des mouvements, de décoder le signal qui est un signal électrique, le décoder en temps réel et le transférer ensuite à une électrode située sous la lésion au niveau de la moelle épinière et qui permet de recoder le signal de marche et donner le signal aux motoneurones d'activer les muscles qui permettent la marche. Donc c'est une puce qui est intégrée à l'intérieur du cortex. Comment ça se passe? Oui, alors c'est une grille, ça ressemble à un peigne en fait, un peigne qui permet d'enregistrer les neurones. Le peigne est connecté à une puce qui est l'ordinateur qui permet le décodage, qui contient l'algorithme permettant le décodage, et ensuite c'est envoyé à un stimulateur. Et alors vous avez testé cette interface sur des animaux, aujourd'hui vous le testez sur des humains. Quels sont les premiers résultats? Les premiers résultats sont fascinants. Alors chez le primate, chez le rongeur, chez le primate, ça a été largement testé. Ça a fait l'objet de grandes publications. J'imagine que certains d'entre vous ont dû le voir car c'est sorti très largement dans la presse. Et maintenant, il y a effectivement la première dizaine de patients qui a été implantée. Il faut savoir néanmoins que pour des raisons de sécurité, bien évidemment, l'étude de clinique se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on teste l'algorithme de base et la capacité de stimuler la moelle épinière sans implanter avec une électrode, c'est-à-dire sans recueillir directement le signal venant du cortex des patients. Ça va être fait dans un 2e temps. Donc la première étape est passée avec succès. Les autorités de santé nous donnent l'autorisation de mener la 2e étape. Donc il va y avoir la 2e étape avec l'enregistrement en direct. Et donc cette boucle fermée, enregistrement, temps réel, stimulation et marche des patients. Les 10 premiers patients sont des patients paraplégiques qui avaient plus de 10 ans de paraplégie derrière eux et qui aujourd'hui marchent sur leurs 2 pieds avec des cannes, mais marchent alors qu'ils étaient condamnés au fauteuil roulant. Et donc ils contrôlent leur mouvement à l'aide de... Aujourd'hui, ils contrôlent leur mouvement à l'aide d'un d'un petit bouton qui permet d'activer la marche, d'activer en tout cas la stimulation qui va recréer la marche. Il n'y a pas encore d'engagement de la volonté. Ça, c'est la 2e étape grâce à l'électrode qui sera positionnée sur le cerveau. Merci Erwan Bézard. Afsané Gaillard, vous êtes chercheuse à l'Université de Poitiers. Vous travaillez aussi sur la maladie de Parkinson, mais avec une autre approche, celle de la greffe de neurones. Aujourd'hui, c'est une technique qui se développe très très rapidement. Mais peut-être que pour commencer, quand on parle de greffe de neurones, on peut se demander mais d'où viennent ces neurones? Quels neurones vous utilisez pour greffer et remplacer les neurones malades? Donc l'objectif, c'est de remplacer les neurones qui sont morts dans le cerveau des patients par des neurones qui sont en bonne santé. Donc la question, d'où viennent ces cellules? Dans les premiers essais thérapeutiques chez les patients qui étaient de façon expérimentale, les chercheurs ont utilisé les neurones fœtaux à la suite de l'IVG avec l'accord des parents. Ces neurones ont donné des résultats satisfaisants, mais il y a beaucoup de problèmes associés à l'utilisation des neurones fœtaux, essentiellement des problèmes éthiques. Donc, le chercheur essaie de trouver d'autres sources de cellules et on s'est intéressé aux cellules souches. Donc, les cellules souches, ce sont des cellules qui sont capables de donner 200 types de cellules différentes, donc tout l'organisme. À partir de cellules souches, si on arrive à les différencier correctement, on peut avoir des cellules du cœur pour remplacer les maladies qui touchent le corps, le cerveau ou différentes parties de l'organisme. Donc, ces cellules, ils ont une capacité de se proliférer de façon indéfinie. Donc ça donne une source importante de cellules, mais le problème, ça peut donner aussi des tumeurs si ces cellules ne sont pas bien différenciées. Donc à partir des cellules souches, vous arrivez à identifier celles qui vont plus tard devenir des neurones? Non, on essaye de trouver des recettes, des protocoles pour forcer ces cellules à devenir des cellules, par exemple des neurones dopaminergiques pour traiter la maladie de Parkinson ou des neurones corticaux quand on va greffer au niveau cortical. Et maintenant, actuellement, ces cellules souches, on peut les obtenir à partir des embryons. Donc, on parle des cellules souches embryonnaires, où il y a une autre source de cellules qui a révolutionné vraiment le monde de thérapie cellulaire. Ce sont des cellules souches programmées. C'est-à-dire, on arrive à prélever les cellules de la peau d'un patient. On peut les rajeunir pour les rendre cellules souches, les différencier en neurones, par exemple, dopaminergiques, et le greffer à nouveau chez les patients. Et ce qui est vraiment important du fait que
Comme les cellules viennent de patients, on n'a pas besoin de faire des traitements immunosuppresseurs qui sont vraiment très invalidants à long terme pour les patients. Et alors, qu'est-ce que ce type de technologie pourrait permettre de traiter, outre la maladie de Parkinson, par Au exemple? niveau du cerveau, normalement, on peut traiter, mon équipe travaille par exemple sur les lésions traumatiques corticales, par exemple à la suite de l'accident de la voiture, s'il y a une partie du cerveau qui est touchée, on peut différencier ces cellules souches en neurones du cortex pour traiter par exemple les lésions corticales, la moelle épinière. On peut aussi dans d'autres l'organisme comme le cœur, par exemple, on peut traiter la peau. Donc presque la totalité des parties du corps qui sont dégénérées, on peut les remplacer par ces cellules souches. Donc aujourd'hui, vous faites des tests sur des humains. Quels sont les premiers résultats? Mon équipe travaille sur des modèles animaux qui miment ces pathologies, donc qui miment la maladie de Parkinson ou les lésions corticales, mais on ne travaille pas chez l'homme. Vous travaillez pas, la technologie n'est pas encore assez avancée. Comme je dis, les patients ont été déjà greffés par les neurones fœtaux. Donc on sait que potentiellement on peut intervenir au niveau cerveau humain, on peut implanter des cellules immatures dans le cerveau. Et certains de ces patients ont décédé donc à cause d'autres problèmes. Donc on a regardé au niveau de leur cerveau et les neurones greffés étaient intacts. Mais 20 ans après la transplantation, ces neurones sont encore fonctionnels. Donc c'est vraiment important que les neurones n'ont pas été touchés par la maladie. Donc potentiellement, oui, c'est possible d'aller greffer des neurones chez l'homme, chez le patient qui sont atteints de différentes pathologies cérébrales. Merci Afsane Gaillard. Je me tourne vers vous, Marine Cotier-Eslou. Vous avez une autre approche complètement différente. Vous avez créé votre start-up et vous avez mis au point une application qui s'appelle Lucine, dont le but est de stimuler le cerveau pour combattre la douleur, différents types de douleurs. Vous avez surtout travaillé avec l'endométriose à vos débuts. Et l'idée étant d'apporter au cerveau différents stimuli qui permettent de mettre la douleur en arrière-plan. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. On est assez proche en fait de greffer des neurones, sauf que moi, c'est des stimulations externes qui vont faire que le cerveau va se mettre à réagir. Et va se mettre à réagir, après on cherche comment on veut qu'il réagisse, soit avec des augmentations d'ocytocine, d'endorphine, sérotonine, dopamine. Après, on se sert et on a l'opportunité, effectivement, en fonction de nos stimulations, de pouvoir mélanger ces stimulations. Alors, pour que ça soit un peu concret, est-ce que vous pouvez nous donner quel type de stimulation vous utilisez? Donc, on ouvre l'application. Je suis, par exemple, je ne sais pas, atteinte de douleur. On peut prendre l'exemple de l'endométriose, par exemple. Quel type de stimulation vous allez me donner pour limiter ces douleurs? Alors, sur l'endométriose, on a décidé ce qu'il faut bien comprendre, et ça fait rappel à ce qu'on disait sur le transhumanisme tout à l'heure. Nous, notre cœur de métier, c'est l'être humain. Ce n'est pas la technologie. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de s'intéresser aux patients. Et donc là, aux patientes, en quel cas, on en a rencontré plus de 2000. Et ces patientes nous ont expliqué que, certes, il y avait une douleur physique extrêmement importante, nociceptive, dysfonctionnelle parfois, très importante, très, très, très cadrée, mais qu'elles avaient surtout des douleurs plus mentales, liées au fait de ne pas pouvoir enfanter. Et on s'est rapidement rendu compte, notamment avec les équipes de psychologues avec lesquelles je travaille, que lorsqu'on voulait agir en stimulation pour pouvoir, notamment à base d'ocytocine et d'endorphine, baisser la douleur physique, eh bien, on ne pouvait pas faire l'économie de les accompagner aussi sur la douleur qu'elles pouvaient ressentir en termes de conséquences sur leur pathologie. Donc, si vous ouvrez l'application, la première partie va vraiment accompagner la patiente sur cette situation. Et la deuxième partie, une fois qu'on a pu accompagner la patiente, ça prend à peu près 1 minute, on va dire surstimuler le cerveau, on va vraiment préparer le cerveau à recevoir les stimulations, qui est la deuxième partie. Et la troisième partie, là on bombarde. On bombarde de stimulations, notamment, je vais donner quelques exemples, battements binauraux, ASMR, bruit blanc, bruit rose, qui sont des stimulations auditives. On en a des visuels, des sensoriels. On ne s'interdit rien à partir du moment où il y a suffisamment de preuves scientifiques pour que ça puisse être considéré comme ce qu'on appelle des digital therapeutics. Donc là, vous travaillez avec des laboratoires. Vous imaginez commercialiser votre solution dans les mois à venir, ou est-ce que vous en Alors, êtes? je ne peux pas parler pour eux, parce que du coup, nous, on est provider. On fabrique les molécules digitales Lucine, en fait, sur mesure en fonction de chaque pathologie, et c'est eux qui distribuent à terme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on aura les validations, et notamment les premiers résultats de gros essais cliniques. On a fait un essai clinique sur 2000 patients, qui vont nous permettre, dès l'année prochaine, d'avoir les premiers produits sur le marché.
Alors cette table ronde est intéressante parce qu'on a là trois façons d'intervenir sur le cerveau, une interface, un logiciel, la greffe de neurones. Donc on voit que la médecine, la recherche évolue dans des directions très, très différentes pour traiter des maladies qu'on avait du mal à traiter avant. Est-ce que vous pensez que la piste de la recherche sur les cellules souches pourrait apporter des choses dans le domaine du cerveau, peut-être à Swan et Gaillard? Oui, comme je dis, les cellules souches, on peut les différencier en n'importe quel type de cellules à condition de connaître les recettes de cuisine qui permettent d'obtenir les cellules appropriées. Et ça permet d'avoir une source vraiment illimitée de cellules, ne pas avoir recours à des neurones fétaux. Et surtout, vraiment, l'utilisation de cellules souches, il faut faire très attention parce qu'actuellement, il y a pas mal de marchés de tourisme et de cellules souches dans le monde où on propose des recettes miracles sans qu'il y ait vraiment de vérification, sans qu'il y ait une autorisation de l'utilisation des cellules souches. Et il y a eu plusieurs cas aux États-Unis, par exemple, où des patients atteints de dégénérescence maculaire à l'âge qui ont été traités avec les cellules souches qui n'étaient pas conformes, qui ont devenu aveugles. Il y a beaucoup d'exemples, donc vraiment il faut faire très attention que les cellules souches, c'est une voie de recherche qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore sûre, donc il faut vraiment plusieurs années de travail avant qu'on puisse avoir une application clinique et en routine chez les patients. Alors, on sait que le cerveau, c'est un domaine très sensible qui pose de nombreuses questions. À votre avis, j'aimerais avoir votre avis à tous les trois sur cette question. Quelles sont les limites éthiques que l'on devrait se fixer pour la recherche sur le cerveau ? Le plus important, c'est que c'est très dangereux de travailler sur le cerveau sain, un cerveau qui n'est pas malade. Quand on parle de l'augmentation, donc on ne connaît pas les conséquences. La plupart des outils qu'on nous propose n'ont pas été testés scientifiquement, on n'a pas de preuve. Et quel est l'objectif, finalité d'augmentation? Donc c'est ça pour moi, l'utilisation, travailler sur le cerveau sain est vraiment potentiellement très dangereux. Erwan Bézard, quelle est votre position sur Ça dépend en fait à qui vous posez la question. Si vous posez la question aux chercheurs ou aux citoyens, si c'est le chercheur, je ne me fixe pas de limite. Il n'y a pas de limite. Nous sommes des chercheurs, nous sommes là pour chercher et pour trouver. Après, nous proposons des solutions ou des avancées au corps social. Et là, le citoyen entre en jeu et peut se poser effectivement des questions sur entre l'avancement de la connaissance et l'utilisation de cette connaissance pour soit traiter une pathologie, soit effectivement augmenter une personne saine. Il y a une différence, mais ça, c'est pas aux chercheurs de décider. C'est au corps social de décider. Et c'est un grand problème. Il faut à la fois garantir la liberté d'investigation aux chercheurs. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir cette liberté, mais à la fois, il faut que les chercheurs comprennent que les décisions finales sont dans les mains des citoyens. Marine Cottier-Eslou. Je trouve ça très intéressant parce que moi je suis à la croisée des deux mondes. Je suis à la croisée des deux mondes et c'est pour cette raison que nous on a décidé de rentrer non pas sur tout ce qui est medical device, mais vraiment rentrer sur une réglementation de digital therapeutics qui, où on a poussé la contrainte en fait d'un point de vue clinique à avoir toutes les mêmes phases que quand on développe une drug, donc un médicament classique. Donc c'est-à-dire que nous quand on développe un lucine, on démarre par une recherche exploratoire extrêmement importante avec notre chaire de recherche Pain and Digital Therapeutics au Canada et également nos équipes ici à Bordeaux de neurophysiologie, psychologues et socio-anthropologues. Et puis, une fois qu'on a fait cette recherche exploratoire avec nos hypothèses sur tout ce qu'on va utiliser, allant du device en passant par nos simulations, là, on les teste sur animaux. Pour nous, c'est extrêmement important. Ensuite, on les teste sur cellules, notamment sur les actions de toxicité, d'effets secondaires, de dosage, quels sont les bons dosages, jusqu'où on peut aller, l'efficacité, bien sûr, le comportemental. Et une fois qu'on a ces données-là, là, on passe sur un essai clinique de phase 1 sur volontaire sain pour revalider ces hypothèses jusqu'à l'essai clinique de phase 2. Et donc c'est effectivement long, c'est pas forcément simple pour une structure comme la nôtre qui a un peu plus d'1 an, mais pour nous en tout cas d'un point de vue éthique c'était essentiel parce que ce produit-là derrière il va entre les mains des patients, il joue véritablement avec le cerveau, on n'est pas là sur une application de thérapie cognitivo-comportementale qui va juste accompagner dans un changement d'un comportement neuronal, on est véritablement dans le fait de pouvoir permettre une stimulation quasiment aussi efficace qu'un opiacé, donc c'est notre responsabilité de donner transparence et confiance aux praticiens, aux patients et aux citoyens lambda sur ces questions. Je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais vous avez déjà eu des résultats avec l'utilisation de votre solution ?
Alors, on a fait 2 tests. Un premier test il y a bientôt 1 an, qui nous a permis de voir justement jusqu'où on pouvait aller. On ne savait pas encore, est-ce qu'on était une appli, est-ce qu'on était un software, est-ce qu'on était un medical device, qu'est-ce qu'on était. Et donc ça nous a permis sur une 60aine de patients eh bien, de pouvoir tester ce qui se passait. Donc là, on a découvert qu'on arrivait à diminuer de plus de 70% la douleur chez un patient sur une durée de 4 à 12 heures. Là, on s'est dit qu'on changeait de dimension. Donc, on est rentré effectivement dans un nouveau processus d'industrialisation et de recherche. Et donc là, on a fait d'autres phases cette année de tests d'acceptabilité de préclinique. Et cette année, et l'année prochaine, parce que c'est un peu long, on a 2 tests cliniques en cours. Un multicentré sur l'endométriose, sur à peu près 200 à 300 patientes. Et on va en avoir un deuxième l'année prochaine, très très dense, sur plus de 2000 patients au Canada, en Suisse, en Belgique et en France. Donc, ce qui va nous permettre effectivement de pouvoir démontrer que les digital therapeutics sont bien la 3e médecine de demain. Merci beaucoup Jessica, merci à nos invités. Et Erwan, vous avez encore 2 minutes. Il y a 1 ou 2 questions du public dont je vais me faire l'interprète, qui sont des questions assez précises. Je ne sais pas s'il y a des... est-il possible de greffer des neurones afin d'augmenter nos capacités cérébrales? Non, je ne pense pas. Parce qu'il ne faut pas penser, parce qu'il y a beaucoup plus de neurones dans le cerveau, que ça va fonctionner plus correctement. Quand on voit, le cerveau est vraiment plastique. Quand on change les circuits, le fonctionnement du cerveau change et pas dans le bon sens. C'est pas parce qu'on a plus de neurones que ça marchera le mieux. Que peut-on espérer pour les maladies du type sclérose en plaques à partir de tous les travaux que vous menez? Il y a un espoir immense à partir de cellules souches, que ce soit les maladies qui touchent la moelle épinière ou d'autres parties du cerveau. Et il y a pas mal de l'équipe de recherche qui essaie de trouver des cellules plus pour myéliniser, réparer les neurones qui sont défaillants dans ces maladies. Une dernière question. Je peux vous libérer, Erwan. Je sais que vous avez un avion à attraper. Non, c'est bon? Vous courrez après l'avion alors. Parce que la question était à propos de Lucine. La place de l'effet placebo dans vos tests? Alors, il est important parce qu'on positionne les mêmes revendications que pour un drug, c'est-à-dire supériorité à l'effet placebo et non infériorité au traitement médicamenteux de base. Et il faut savoir que nous, aujourd'hui, la dernière brique, c'est ce qu'on appelle les analgésiques VR, analgésiques games, qui sont des technologies placebo qui ont effectivement une casque de réalité virtuelle en soi, en fait, un effet placebo entre 24 et 33% dans la douleur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on rajoute nos contenus, on atteint 70%. Donc nous, effectivement, l'effet placebo, pour nous, est un vrai modèle pour démontrer que c'est très bien, l'effet placebo. Il y a de très belles boîtes qui font des choses extraordinaires dans la douleur avec l'analgésique VR et Games. Mais nous, on est vraiment sur des digital therapeutics, donc on a dépassé l'effet placebo depuis un moment. Merci beaucoup. On peut remercier Erwan Bézard, Marie Coty Eslous et Afsané Gaillard. Merci à toi également, Jessica.